On reçoit pour vous Monsieur Laurent Delors Faton, il est doctorant en communication et moniteur à l'École nationale des sciences, des technologies de l'information et de la communication située donc à Savalou. Avec lui, c'est bien Savalou. À l'UAC. À l'UAC. Bonjour, comme vous venez de parler, on va vous saluer en même temps présenter. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour moi. Avec vous, sans tradition, deux sujets en débat dans les clés du monde. La tradition sur Matin d'Éden tous les jours. Nous nous intéressons à la géopolitique internationale. Le pardon de Guillaume Soro à Laurent Gbagbo, la limitation des naissances à 3 enfants dans l'espace CEDEAO. On va passer ces deux sujets à la loupe grâce à vous. La situation en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est-il en train de préparer 2020, puisque après les mutineries successives enregistrées en Côte d'Ivoire, il y a eu un remaniement technique. La défense confiée à Ahmed Bakayoko, le poste de Premier ministre est occupé par quelqu'un d'autre. Et puis, après rentrer d'une longue tournée européenne, le président de l'Assemblée nationale, qui n'a plus d'éléments, en tout cas de partisans dans le système actuel, pareil pour le camp Bédier, s'est confié à la presse en disant, en parlant de pardon à l'endroit des leaders politiques du pays, notamment de Laurent Gbagbo. Vous, en tant qu'analyste, comment avez-vous perçu ce message? Il faut dire une chose, actuellement la situation en Côte d'Ivoire est une situation préoccupante. Parce que la crise, elle est terminée, mais personne ne peut réellement nous dire si elle est terminée ou pas. Apparemment, il n'y a plus de crise en Côte d'Ivoire. Mais nous savons que les résurgences de la crise passée sont encore là. Et Alassane Ouattara, en tant que président de l'E6, a tout intérêt à assurer ses arrières. Il ne peut en aucun cas vouloir qu'après lui, quelqu'un d'autre prenne le pouvoir pour lui créer des ennuis. Parce que nous savons tous quand même l'histoire par rapport à ce qui s'est passé à la crise ivoirienne. Alors aujourd'hui, il a un impératif. Il doit tout faire pour que le prochain président de la Côte d'Ivoire soit un des siens. Et apparemment, depuis quand même l'installation, son élection à la première fois, on a quand même constaté qu'il a commencé par positionner quelqu'un. Bakayoko, qu'on le veuille ou pas, il était depuis quelques années, 3 ou 4 ans, il était vu comme son probable successeur. Et vu la crise qui a commencé avec les mutineries de ces derniers mois, on a vu qu'on a positionné désormais Bakayoko en tant que ministre de la Défense. Cela sous-entend clairement qu'on lui confie le poste le plus stratégique. Parce que nous savons que la Côte d'Ivoire a quitté une crise qui était militaire et politique. Cette crise militaire était entretenue et je dirais la rébellion était guidée de main de maître par Guillaume Soro. Et aujourd'hui, on confie la défense à qui? À Bakayoko, qui est le probable challenger de Guillaume Soro pour les prochaines élections. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui se crée entre les deux acteurs. Si par le passé, il a été le chef de la rébellion, il est clair qu'on est en train de voir éventuellement s'il doit revenir sur la scène en tant que rebelle ou s'il doit retourner aux armes, probablement il a en face de lui quelqu'un qui vise le pouvoir. Ça veut dire qu'on prépare psychologiquement Guillaume Soro à savoir qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne lui fera pas de cadeau. Quelqu'un qui non seulement a les ambitions politiques, mais qui a aussi la trame qu'il faut pour le mater à la rigueur s'il doit retourner aux armes. Et que d'abord, c'est d'abord un combat entre les deux acteurs qu'on est en train de nous faire voir. Bakayoko et Soro, on les positionne pour non seulement une guerre politique, mais aussi une guerre militaire si éventuellement on devrait se retrouver là. Mais quand on voit le contexte dans lequel Guillaume Soro est revenu, par le passé, nous savons tous qu'il s'est rallié à Ouattara au détriment de Gbagbo. Et il se voyait pratiquement comme le dauphin de Ouattara. Et progressivement, on voit que Ouattara est en train de l'éjecter, de l'effacer ou bien de lui mettre comme une barrière entre cette ambition de se voir dauphin naturel et imposer quelqu'un d'autre. C'est justement dans ce contexte qu'il revient et il demande pardon à tout le monde. Alors, son pardon, à mon avis, pose 3 problèmes. Un problème qui est d'ordre moral et qui doit quand même faire réfléchir tous les leaders politiques et les jeunes leaders politiques en Afrique. Nous savons que Guillaume Soro est le produit de Laurent Gbagbo. À un moment donné, il a fait montre, je dirais, d'une ingratitude envers son mentor naturel et s'est allié avec Ouattara pour donner le sort que nous connaissons aujourd'hui à Laurent Gbagbo.
C'est-à-dire que de manière morale, on doit se dire, qu'est-ce qu'il se reproche? Est-ce qu'il a été ingrat envers quelqu'un et que la nature a dû le faire revenir à l'histoire pour qu'il assume pleinement son ingratitude envers quelqu'un? C'est d'abord le premier problème que ça pose. Et ça interpelle les jeunes à savoir que la politique, certes, on veut le pouvoir, certes, mais est-ce qu'il faut vouloir le pouvoir en sacrifiant ceux qui ont été nos mentors, ceux qui nous ont servi? Est-ce qu'il faut être ingrat juste parce qu'on a envie d'avoir le pouvoir? Et ça, c'est le premier problème que ça pose, un problème moral. Mais le second problème, cet aveu voudra dire que Ouattara et Guillaume Soro reconnaissent sa grande culpabilité par rapport à la crise ivoirienne. Et c'est le cas, on a toujours critiqué, en tout cas en Afrique et de par le monde entier, qu'il y a une justice des vainqueurs. Si aujourd'hui il reconnaît qu'il a été coupable et qu'il doit un pardon au peuple ivoirien et aux acteurs, aux leaders de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on doit normalement l'interpeller. On doit l'interpeller pour qu'il nous dise réellement quelle est sa responsabilité dans cette crise, pourquoi il demande pardon. Il demande pardon par rapport à quoi? Quelle a été sa part de responsabilité, mais pourquoi n'a-t-il pas été jugé comme on est en train de juger Laurent Gbagbo et éventuellement, et du moins c'est Laurent Gbagbo et l'autre jeune leader, Charles Blé Goudé. Ça veut dire qu'il faut qu'on remette en cause cette procédure qui a conduit à ne faire que juger les deux acteurs, alors qu'il y a deux acteurs qui se reconnaissent eux-mêmes aujourd'hui être quand même à même de demander pardon à leur peuple. C'est-à-dire que la seconde question que ce pardon pose, c'est la question du jugement impartial qui, à ce jour, n'a pas encore eu lieu en Côte d'Ivoire. Et la troisième question, c'est la question politique. On sait que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont prévues normalement pour 2020. Et nous sommes à pratiquement 3 ans des élections et on sait qu'une élection présidentielle se prépare sur la durée. Alors, il a demandé ce pardon pour une question stratégique ou bien c'est juste parce qu'il a des remords. Je dirais non, c'est une question stratégique. Et à ce niveau, il faut qu'on analyse de fond en comble. Est-ce qu'il est en train de demander pardon parce qu'il sait que éventuellement Laurent Gbagbo serait libéré, parce qu'on sait quand même dans les couloirs ce qui se dit, et cela probable parce que les charges contre sa personne n'arrivent pas quand même à le maintenir encore en prison. Est-ce qu'il fait cette demande? Et pourtant, il est toujours en prison. Il est toujours en prison. On sait quand même qu'aujourd'hui, la CPI se trouve dans un dilemme, face à un dilemme. Le cas de Gbagbo est un cas d'école devant lequel la CPI ne sait pas la décision à prendre. Mais ce qui est sûr, si on le relâche ou pas, Gbagbo reste et demeure un leader populaire en Côte d'Ivoire. Alors, il sait que de l'autre côté, il n'est plus en odeur de sainteté avec Ouattara. Il a besoin obligatoirement d'avoir la popularité de quelqu'un pour pouvoir se positionner mieux pour les présidentielles prochaines. Est-ce qu'il est en train de vouloir faire la cour à Gbagbo ou bien en train de dire aux Ivoiriens, étant donné que je suis retourné au Bercail, prenez-moi désormais comme le nouveau dauphin de Gbagbo afin que je puisse sauver la Côte d'Ivoire parce que face à moi, il y a un pouvoir qui veut s'éterniser, qui veut se pérenniser. C'est les trois conséquences. D'abord, conséquences morales, conséquences de culpabilité, conséquences politiques, c'est-à-dire tendre la main à Gbagbo pour bénéficier de son électorat et éventuellement faire face à Ouattara et surtout faire face à Bakayoko, qui est certainement le prochain dauphin du président de la Côte d'Ivoire actuel, Alassane Ouattara. Reconsidérons les propos de Guillaume Soro. Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de Gbagbo, parce que dans sa déclaration, il a dit qu'il est important de cultiver la paix en Côte d'Ivoire, de préserver la paix qui est le seul élément fédérateur que les Ivoiriens doivent respecter. Et que lui, il demande pardon à la nation ivoirienne pour les erreurs qu'il a eu à commettre dans le pays sans le savoir, que d'ailleurs, pour montrer le bon exemple, qu'il ira demander pardon à Ouattara, à Bédié et à Laurent Gbagbo. Mais c'est le volet Gbagbo là qui a intéressé la plupart des éditorialistes africains. Pourquoi? Mais nous savons que... Parce qu'il a généralisé, en tout cas. En l'espace de 5 à 6, 7 ans, Guillaume Soro est resté de connivence avec les autres acteurs. Il est resté avec Kona Bédié, il est resté avec Ouattara, il est resté avec... Charles Konabani et autres, il est resté avec eux. Le seul acteur avec lequel il a rompu les amarres depuis la crise de 2011, qu'on le veuille ou pas, c'est Gbagbo.
Alors si aujourd'hui il dit, demande pardon à Gbagbo, c'est que quelque part, il reconnaît que Gbagbo a joué un rôle important et qu'il faille aller vers lui. C'est-à-dire que les autres acteurs demandent pardon à ses amis, ça n'a aucun sens. Les autres amis, qu'on le veuille ou pas, même si aujourd'hui la crise politique, parce qu'il y a une crise politique entre lui et Ouattara, ce n'est pas une crise de personne, c'est une crise politique. Qu'on le veuille ou pas, entre lui et Ouattara, le courant passe. La dernière fois, pour qu'on ait la révision de la Constitution de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a joué le plein rôle qu'il fallait jouer en tant que président allié au pouvoir en place. Ça veut dire qu'en réalité, entre lui et Ouattara, en dehors de la querelle de succession, il n'y a aucune querelle. Ils sont toujours restés des amis politiques. Avec Bédié, c'est pareil. Avec Colombani, c'est pareil. Que le seul acteur avec lequel il a coupé les amas depuis la crise, c'est Gbagbo. Êtes-vous sûr qu'il est en de bons termes actuellement avec Alassane Ouattara lorsque la plupart de ces, en tout cas de ces acteurs, de ces fans qui étaient au gouvernement ont été tous évincés? Pareil pour le camp Bédié. Oui, mais Alassane Ouattara n'avez pas l'impression qu'il a caressé dans le sens du poil tout au long de son premier mandat, au début de deuxième mandat, pour obtenir tous les coudées, en tout cas tous les éléments qu'il lui faut pour bien asseoir sa politique de gouvernement, notamment le dernier, c'est bien la révision de la loi fondamentale du pays, qu'il a réussi à avoir après avoir obtenu le soutien comment il s'appelle, de Guillaume Soro. Passé toutes ces étapes, aujourd'hui, il prépare quand même le Dauphinat, la succession. Oui, mais... Et lorsqu'on chasse tous ces partisans du gouvernement, ça montre clairement qu'il y a un problème. Resituons les faits. Il demande pardon par rapport à la crise qui a eu lieu avant que Ouattara ne soit élu. Ce n'est pas par rapport à la gestion de Ouattara qu'il demande pardon au peuple ivoirien. Ça veut dire que c'est par rapport à la crise. Et dans cette crise, le seul ennemi qu'il avait eu et contre lequel il s'est déclaré, c'est Gbagbo. Ce n'est pas par rapport à la gestion de Ouattara. Si c'était par rapport à la gestion de Ouattara, on comprendrait. Mais ce qu'il dit, ça concerne la crise. Et dans la crise, tout le monde sait qu'il était farouchement en opposition avec Gbagbo. Et si aujourd'hui il demande pardon au peuple béninois, il demande pardon à Gbagbo, c'est pas pour la crise. Pardon au peuple ivoirien. Au peuple au peuple ivoirien et à Gbagbo, c'est pas pour la crise. Et dans cette crise, on sait qu'il n'a pas eu d'ennemi autre que Gbagbo. C'est-à-dire que si c'est à Gbagbo qui demande pardon, on comprendrait simplement. Mais dans cette crise, il ne peut pas demander à ses partisans, il demande pardon à ses amis, ses alliés, parce que ceux-là étaient ses alliés. Alors, leur demander pardon par rapport à la crise, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que tout le monde s'est focalisé sur le pardon adressé à Gbagbo. Et plus encore, il a dit qu'il fera une visite à Gbagbo. Il n'a pas dit qu'il fera visite à Ouattara. Il n'a pas dit qu'il fera visite aux autres. Non, il a Ouattara dans le pays. Oui, mais rendre visite à Gbagbo, ça a un sens hautement politique. Parce que tout le monde sait pourquoi n'a-t-il pas rendu visite à Gbagbo depuis qu'il est en prison. Bon, faisons le point. Vous avez indiqué que sa déclaration a une portée morale. Et en politique, est-ce qu'il y a de morale en politique? Parce qu'en politique, vous le savez, on peut sacrifier son épouse, on peut sacrifier sa famille, on peut sacrifier son ami, simplement à cause du pouvoir. Ça fait partie de l'une de mes positions les plus tranchées, moi. La politique devrait être l'instance par essence de la vertu. On ne peut pas, sous le couvert de la politique, bannir toutes les valeurs morales, toutes les valeurs sociétales. Notre société est basée sur les valeurs et les acteurs politiques sont normalement les référents. Vous êtes d'accord avec moi qu'on attendra encore très longtemps avant de voir ça sur Je ne suis pas certain qu'on va attendre longtemps. Parce que chaque jour, le peuple s'éveille. Regardez ce qui s'est passé en France la dernière fois. Le peuple français a rejeté tous ceux qui, à un moment donné, ont des doutes sur leur moralité. Parce que ce peuple a compris à un moment donné qu'il faut allier morale et politique. Et vous avez vu, ils ont élu quelqu'un qui n'était pas prédestiné à être là parce que les acteurs politiques ont failli sur le plan moral. Et progressivement, nous allons assister à cette situation en Afrique. C'est parce que pour le moment, le peuple africain a un degré de conscience très très bas par rapport à la politique. Les politiciens surfent sur, je dirais, le niveau de conscience très bas du peuple africain pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais progressivement, le peuple s'émancipe. Progressivement, le niveau de conscience s'élève. Progressivement, le peuple est éduqué. Et la nouvelle élite, je dirais la jeunesse qui doit faire la politique, doit commencer par prendre conscience que les choses ne vont plus jamais rester comme par le passé. Et si vous voyez bien, même au Bénin, la dernière élection qui s'est passée a montré quand même que le peuple a commencé par prendre conscience. On prend conscience aujourd'hui par rapport au Gabéji, par rapport à la malgouvernance, mais progressivement on prendra conscience par rapport aux valeurs. On ne voudra plus faire confiance aux gens qui bafouent la morale, qui bafouent les vertus. Parce que, comment comprenez-vous? De par le passé en Afrique, c'était les rois qui étaient
qui était le garant de la politique. Et le roi était l'incarnation de toute la société. C'est lui qui incarnait et les valeurs morales, et les valeurs spirituelles, et les valeurs sociales. Et le roi était le référent. Il devrait être l'homme le plus intègre, même s'il doit mettre entre griffes, de la nation, pour que le peuple puisse le suivre. Mais désormais en Afrique, avec nos leaders, depuis qu'on a commencé le système de l'indépendance, on a pratiquement commencé par avoir des gens qui n'ont plus aucune moralité. Et vous allez voir, la société aussi manque de repères. Parce que ceux qui doivent donner le repère ne le donnent pas. Et tout le monde a tendance à penser que la politique doit être le cercle vicieux, l'instance de tous les bordels, de tous les vices, où on peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas évident. Par définition, la politique, c'est la vertu. Par définition, la politique, c'est la morale. Et si aujourd'hui, on a tendance à faire comme ça se fait chez nous, c'est parce que certains acteurs ont failli à leur mission. C'est parce que l'élite, la vraie élite qui doit faire la politique, a abandonné la politique, excusez-moi le terme, à la cancre. Parce que ceux qui devraient faire la politique, c'est normalement ceux qui ont quand même un degré de conscience élevé. Mais ceux-là, à un moment donné, ils se sont désintéressés à la chose politique et ont laissé ceux qui sont de moralité douteuse s'accaparer. Et s'étant accaparés de la scène politique, ils y ont mis énormément de l'argent. Alors ceux qui ont un peu de morale, un peu de vertu, se disent, du moment où ils n'ont pas l'argent, on leur abandonne leur scène, ils en font ce qu'ils veulent. Mais qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, ça va exploser. Et nous sommes pratiquement au bord du gouffre. Soit ceux qui ont un peu de vertu s'intègrent à la scène politique et font tout pour récupérer leur espace, ou ceux qui sont là et qui pensent qu'ils ne peuvent que gérer par l'immoralité, par, je dirais, les crimes, par les vices, se verront éjectés par le peuple. Et je me souviens toujours d'un message que l'ancien président américain Barack Obama disait. Il dit, si les Européens vous imposent des présidents, à vos jeunesses béninoises de les chasser. Et moi, je suis certain, béninoise ou jeunesse africaine de les chasser. Et je suis certain que cette jeunesse, même s'il faut juste une minorité par pays, cette minorité fera l'exploit. Et c'est pour bientôt. Il est important d'analyser 2 points. Le sentiment de culpabilité de Guillaume Soro aura-t-il une influence sur l'évolution des choses à la CPI? Mais Guillaume Soro est un acteur déterminant de la crise ivoirienne. Et on sait qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée, sa voix est une voix audible. Si sa voix s'ajoute à la voix de ceux qui déjà réclamaient qu'il faut libérer Gbagbo, à la voix des anciens présidents africains qui ont fait entre-temps une ligue pour pouvoir défendre activement la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo, je suis certain que cette déclaration ne restera pas sans effet. Parce qu'on sait que parmi les vrais acteurs qui étaient en sourdine et jouaient le jeu, il y avait Ouattara, il y avait Guillaume Soro. C'est comme si le camp Ouattara a connu une faille désormais. Une faille énorme qui aura certainement une incidence sur la décision de la CPI. Et je suis sûr, il ne peut pas rester insensible. Du moment où il a fait sa déclaration à une période où la CPI était en instance de délibérer. Et que sa déclaration est même venue à un moment très critique. Parce que la semaine dernière, la CPI devait délibérer par rapport à la libération provisoire ou pas de Gbagbo. Il ne l'a pas fait. C'est dans cette période qu'il fait sa déclaration. Je suis certain qu'en faisant cette déclaration, il a visé aussi la CPI. Non seulement il visait l'intérieur, mais il visait aussi l'extérieur. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il est quand même dans des secrets de Dieu. Il est président de l'Assemblée de 2 pays. Troisième élément, quel accueil éventuel Laurent Gbagbo réservera à Guillaume Soro? Selon moi, Gbagbo est le plus vieux politicien de la Côte d'Ivoire. On sait quand même qu'il a fait avec l'ancien, le feu, Félix Houphouët-Boigny. Il a été le seul et vigoureux opposant du président et d'ancien président Houphouët-Boigny. Il connaît tellement la politique que personne ne peut le manipuler. Alors, je suis certain qu'il ne se fera pas manipuler. Qu'on le veuille ou pas, il ne peut pas aujourd'hui accepter de ravaler la vomissure de Guillaume Soro. Et s'il ravale, je ne sais pas, s'il pardonne, s'il met ça sous le coup de pardon, de la réconciliation, dit mon frère, je te pardonne, et le soutien éventuellement pour en 2020, quelle sera la situation en Côte d'Ivoire en ce moment? Sans être un prophète, je dirais quand même que Laurent Gbagbo ne dira jamais soutenir Guillaume Soro. Parce qu'on le veuille ou pas, lui a son poulain. Et Charles Blé Goudé est resté fidèle à Laurent Gbagbo. Si on le maintient ou pas, il reste et demeure son dauphin naturel à lui.
Parce qu'il a fait avec lui tous les combats. Il aux élections alors qu'il est à la CPI. Il a fait avec Laurent Gbagbo tous les combats au Mao Guillaume Soro l'a lâché. Je ne vois même pas l'alternative par laquelle Laurent Gbagbo pourra demander à ce qu'on soutienne Guillaume Soro. Il ne peut pas le faire. Et si les deux on les garde à la CPI jusqu'en 2021, en 2020, il va falloir quand même que les partisans, parce qu'on l'a dit, les analystes l'ont remarqué dans le pays, Laurent Gbagbo reste toujours la personnalité la plus influente du pays. Et il y a toujours à plus de 50% de la population qui, en tout cas, lui voue une forte admiration. Un traître restera toujours un traître. Et Guillaume Soro a été le plus grand traître que Laurent Gbagbo ait connu en matière politique. La traîtrise de Guillaume Soro allait tellement loin, c'était seulement un jeu de couloir, un jeu politique. Je comprendrais que Laurent Gbagbo pouvait revenir sur sa décision. Mais c'est allé tellement loin. Celui qui a même attenté à votre vie, parce qu'il était dans le coup, ce qui s'est fait, il était au cœur de ce qui est fait. Celui qui vous a envoyé à la CPI, je ne vois pas le mécanisme par lequel, humainement parlant, pour des raisons politiques, parce que ne nous leurrons pas, nous sommes en politique et c'est un jeu de couloir et de chaises. Ouattara et Laurent Gbagbo, comme vous l'avez dit, peut certainement accepter le pardon de Guillaume Soro, mais n'ira jamais lui apporter le soutien politique. Parce que qu'on le veuille ou pas, le fait, c'est qu'il aura démobilisé sa troupe. Et même à la CPI, il est toujours fier de rester le plus grand leader politique. À sa place, je préférerais maintenir ma code de propriété et mourir en prison. Là, il va mourir en héros. Raisonnons pas l'absurde sur le sujet. Si en temps, on libérait Laurent Gbagbo et son général de la rue, comme on l'appelait souvent, Charles Blé Goudé, on les libérait, quelle sera la configuration pour les présidentielles prochaines en Côte d'Ivoire? Ce sera la carte politique la plus difficile pour la Côte d'Ivoire. Parce que dans ce schéma, qu'on le veuille ou pas, Charles Blé Goudé, nous avons tantôt dit que Laurent Gbagbo reste l'incontestable leader le plus populaire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Charles Blé Goudé n'en est pas moins. Nous savons toujours la psychose qui se crée quand quelqu'un a été victime. Parce qu'on le veuille ou pas, même s'ils sont coupables de quelques faits et passent, on sait qu'ils sont victimes d'un système. Et tout le monde sait ce qui s'est passé, que la France est derrière. On sait que c'est Ouattara qui a tout manigancé pour qu'on puisse les maintenir à la CPI. Si ces deux-là sortent, je crains que la Côte d'Ivoire s'embrase ou qu'ils prennent le pouvoir. Parce que les deux, cumulant leurs énergies, Guillaume Soro n'étant plus en odeur synthétique avec le camp Ouattara, ça veut dire que la RDH est fragilisée. Ça veut dire que le bloc qu'il faisait n'est plus à même de pouvoir mobiliser autant d'électorats que par le passé. Et si c'était tel le cas, les autres vont mobiliser plus facilement l'électorat. Alors, on aura en face 2-3 camps. Et probablement aussi, nous savons que le camp Bédié est en train de se replier. C'est-à-dire qu'il y a une fissure, il y a tellement de fissures dans le camp de Ouattara que si éventuellement les deux la sortaient, il n'y aura pas match. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes doctorant en communication, monsieur Laurent Delors Faton, moniteur à l'École nationale des sciences et technologies de l'information et de la communication. Exprès, j'ai traîné sur le premier thème, on a fait environ 30 minutes, parce que je compte garder le second thème pour demain, si possible, si vous êtes libre, pas passer, parce que le temps qui nous est donné est imparti. Merci d'avoir été des nôtres. On vous permet de conclure sur ce sujet. Je pense que le cas de la Côte d'Ivoire est un cas d'école et tous les acteurs politiques africains doivent savoir que la politique nous rattrape. Comme la roue de l'histoire, si on joue mal, on est toujours rattrapé. Il faut qu'en jouant aujourd'hui, nous pensons à demain. Et Guillaume Soro est en train de revivre, de vivre les revers des décisions qu'il a prises par le passé. J'aurais voulu que prochainement, les acteurs politiques soient beaucoup plus conséquents dans leurs décisions politiques ou sociales. Merci à vous. Si vous êtes libre, passez nous décrypter le second thème, limitation des naissances à 3 enfants dans l'espace CEDEAO, analyse et décryptage. Est-ce que vous rassurez les téléspectateurs que ce sera là demain? Ce serait un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci. Alors donc à demain, monsieur Laurent Delors Faton, doctorant en communication, moniteur à l'École nationale des sciences, des technologies de l'information et de la communication.